table ronde va aborder une question, on le fait sans transition, vu qu'on a un impératif de temps. Donc la prochaine table ronde va aborder une question qui arrive en tête de liste des priorités de la digitalisation, à savoir le e-gov ou la transformation digitale de nos administrations. Il y a 3 mesures principales qui ont été édictées. Donc, d'abord, l'accélération de l'exécution des projets IT et la modernisation des plateformes IT, l'interopérabilité entre les entités, la réduction de la fracture digitale au profit des citoyens et la transformation intégrée des secteurs critiques de l'économie. Donc, pour débattre de ces questions, nous allons réunir une table ronde autour de la thématique « L'accélération digitale dans les établissements publics et semi-publics, une vision royale, une mission gouvernementale ». Donc j'appelle sous vos applaudissements alors Madame Roqiya Belkbir, directrice des systèmes d'information de l'ONCF. Madame Khouloud Abeja, directrice générale par intérim de l'Agence du Digital. Madame Samia Chakri, directrice des systèmes d'information au ministère de la Réforme de l'administration et de la fonction publique. Et il y a des hommes quand même dans ce panel. Monsieur Jalal Benhioun, directeur général de Portnet et vice-président d'Alliance africaine du e-commerce. Et monsieur Mehdi Ktani, président du directoire DXC Technologies, mais qui va surtout porter la voix des entreprises en tant que président de la commission du digital et de la technologie de la CGEM. Tout d'abord, merci pour ce superbe panel où on a 60% de femmes, ce qui, je pense, est une nouveauté. Alors, je vais commencer par vous, Madame Abeja. On va rentrer directement, on dit Khouloud, on va rentrer directement dans le vif du sujet, qui, je pense, intéresse aujourd'hui l'audience. Vous travaillez actuellement sur la roadmap de la stratégie digitale. Pourriez-vous nous rappeler un petit peu les grandes lignes de cette roadmap? Aussi, quand est-ce que cette roadmap, quand est-ce qu'on va voir le jour? Voilà. Bonjour à tous, merci d'abord pour l'invitation pour participer à ce panel et félicitations aux organisateurs. Alors, je représente l'Agence du développement digital, qui est une agence étatique qui a été créée en fin d'année dernière. Donc, il s'agit d'une agence d'exécution de la stratégie de l'État en termes de digitalisation qui s'appelle la stratégie Maroc Digital. Elle a été présentée, les grandes lignes ont été présentées devant Sa Majesté le Roi en 2016 et une des premières préconisations de ces stratégies était de mettre à jour la gouvernance dans l'exécution de ces stratégies-là, d'où la création de l'agence. Alors, la feuille de route de l'agence, aujourd'hui, elle émane de ces stratégies avec 3 grands axes que vous avez cités en introduction, qui sont d'abord la digitalisation de l'administration. Et la vision à terme, c'est bien sûr faciliter la vie des usagers pour qu'ils puissent faire l'ensemble de leurs démarches administratives à distance, qu'ils puissent avoir le choix entre le faire à distance ou se déplacer à l'administration. Donc bien sûr, pour y arriver, il y a un certain nombre de prérequis à mettre en place. Par exemple, mettre en place une interopérabilité pour que les administrations puissent échanger de manière sécurisée les données. Également, avoir un identifiant unique pour reconnaître les citoyens et généraliser les paiements en ligne. Également, bien sûr, avec la signature électronique et puis le paiement mobile qui a été aussi abordé lors du panel précédent, qui vient accompagner la palette des types de paiements de la part des citoyens ou des entreprises. Donc, et le côté infrastructure, bien sûr, avec l'amélioration de la connectivité pour que les administrations soient équipées et que les usagers aussi qui puissent avoir accès aux outils pour pouvoir faire leurs démarches et être accompagnés, bien sûr, parce que tout le monde n'est pas au même niveau en termes de préparation et d'équipement. Donc ça, il s'agit de premier bloc. Donc c'est le sujet, je pense, principal de cette table ronde. Oui. Et les 2 autres blocs sont... Mais les 3 sont liés, en fait. Donc le deuxième bloc concerne le secteur privé. Donc ici, il s'agit d'accélérer l'utilisation des outils digitaux par le privé
d'une part, et aussi pour les entreprises qui sont déjà dans le digital, de les accompagner pour qu'elles deviennent plus compétitives et qu'elles accélèrent leur croissance. Il est tout oui, Mehdi, là. Je le vois, il lance un petit regard de temps en temps, là. Et oui. Aussi, donc dans la partie secteur privé, il y a également l'aide à la création et le développement de start-up technologiques, donc, qui peuvent opérer au Maroc et aussi avec une dimension internationale. Ces start-up, elles peuvent opérer dans tous les verticaux technologiques qui ont été cités, qui sont l'objet des assises de l'OSIM. Et aussi, elles peuvent travailler avec les grands groupes et les administrations pour les aider à être plus disruptives et à s'adapter aux différents changements. On pourra y revenir bien sûr par la suite pour donner plus de détails. Et le troisième axe de la stratégie est celui des citoyens. Et ici, donc, comme vous l'avez dit, on veut réduire la fracture numérique pour que tous les citoyens aient les mêmes chances pour pouvoir utiliser le numérique pour faire leur démarche. Et aussi, on veut rapprocher les services sociaux qu'offre l'État au profit des citoyens à l'aide des outils digitaux, pour que quelqu'un qui se trouve dans des zones reculées qui puisse avoir les mêmes chances, par exemple, pour aller voir un médecin ou avoir accès à l'éducation qu'un citoyen qui est dans une grande ville. Très bien. Voilà en résumé. Très bien, je vous remercie pour cet éclairage. Je vais rebondir sur les derniers propos de Khouloud pour m'adresser à vous, Rokhia, puisqu'on a parlé des utilisateurs finaux, qui sont en fait le citoyen. La digitalisation des services clients de l'ONCF a marqué l'actualité de ces 2 dernières années. Elle est considérée de manière positive par le public en termes de services, remportant même le prix MTS pour la meilleure application mobile. Maintenant, au-delà de ce volet client, quelles sont les autres mesures qui sont prises dans le sens de cette digitalisation au sein de l'ONCF? Quelles sont les autres fonctions qui vont être concernées? Est-ce qu'on va mettre, par exemple, de l'IA dans la maintenance des trains, le contrôle, la sécurité? Quelles sont les grandes lignes, en fait, prévues, notamment avec l'arrivée du TGV? D'accord, merci Yasmina. En fait, moi, je représente M. Mohamed Rabia Al-Khalia, notre directeur général, qui devait être présent aujourd'hui dans ces assises. C'est pour des contraintes d'agenda qui n'a pas pu se libérer, donc je le représente. Je voudrais peut-être très bien représenté d'ailleurs. Pardon? Très bien représenté par ailleurs. Merci Yasmina. Alors, je voudrais peut-être commencer par un petit éclaircissement sur ce que fait l'ONCF globalement. C'est les grands chantiers qu'il a lancés, donc ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit. Donc, ces dernières années, l'ONCF s'est lancé dans des grands projets, des grands chantiers qui vont réinventer la mobilité au sein de notre pays. Ces grands chantiers et c'est des grands projets qui vont apporter une nouvelle offre plus moderne et plus diversifiée. L'année 2018 est une année clé pour l'ONCF. Pourquoi cette année va être une année clé? Parce que, globalement, les grands chantiers se terminent. Ces grands chantiers, c'est des projets importants, c'est des projets de plusieurs milliards de dirhams. Je ne sais pas si je dois annoncer un chiffre ou pas. Ah ben, je pense on a dépassé, c'est beaucoup plus que 30 milliards de dirhams. Très bien. C'est des projets d'infrastructure. Et c'est le cas, globalement, je commencerai par notre projet phare, projet national, qui est le projet de la grande vitesse, qui va relier Tanger à Casablanca et qui est une première au niveau du continent africain, qui va très bientôt être lancé. Les grands chantiers n'ont pas concerné uniquement le projet de la grande vitesse, mais aussi la modernisation et le renforcement du réseau ferré existant. Je citerai quelques grands chantiers pour partager avec l'assistance, si vous permettez. Oui. Donc, il y a le doublement de la voie de la voie ferrée complet entre Casablanca et Marrakech, parce que il y avait une voie unique. La voie unique, donc, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de problèmes. Maintenant, on a un doublement complet jusqu'à Marrakech, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a aussi l'axe noble que nous avons entre Casablanca et Kinitra qui était saturé. Donc, nous avons rajouté une ligne ferroviaire. Donc, il y a un triplement de la voie. Aujourd'hui, on a 3 voies entre ces 2 grandes villes. Un autre projet important, c'est la désaturation du hub
du carrefour de Casablanca, parce que le Casablanca, il y a un nœud central ferroviaire, donc il était un petit peu saturé, il était nécessaire de le saturer. La bonne nouvelle, c'est que le travail est terminé. Et il y a aussi un autre volet qui est intéressant, ça concerne tous les citoyens, c'est la construction de nouvelles générations de gares. Ça, vous avez pu le constater, donc c'est des gares qui ont changé complètement de look, donc c'est des complexes ferroviaires. Est-ce qu'elles sont un peu plus digitalisées? Oui, il y a beaucoup de services. Il y a beaucoup de services que nous mettons en place. Donc, c'est la stratégie digitale sur laquelle je vais venir. Et il y a un autre volet sur lequel on a travaillé beaucoup, c'est la modernisation et le renforcement de nos installations de sécurité. Alors là, comme je viens de citer, il s'agit de réels changements, de grands projets qui ont été mis en place. Et il fallait vraiment, il était nécessaire de les faire accompagner par de l'innovation, par des services qui vont répondre aux attentes évolutives de nos clients pour le transport des voyageurs et pour le transport des marchandises. Donc, il était nécessaire de mettre en place une stratégie digitale. Nous avons réfléchi comment on mettra en place cette stratégie digitale. Il ne faut pas réinventer la roue. Donc, on a essayé de voir ce qui se passe à travers le monde et nous avons fait un benchmark au niveau de plusieurs réseaux ferroviaires internationaux. Et nous avons pu voir comment ils ont abordé la digitalisation parce qu'ils ont, je dirais, un pas d'avance. On a essayé d'apprendre de leurs expériences et nous avons arrêté notre stratégie commerciale. Elle repose sur 3 axes. Le premier axe, c'est 3 axes principaux. Le premier axe, c'est l'innovation dans les services aux clients et aux partenaires. Le deuxième axe, c'est l'efficacité opérationnelle et industrielle. Et le troisième axe, c'est la transformation en interne. On ne peut pas imaginer des clients digitaux sans que les cheminots soient digitaux. Donc, et pour pouvoir... Pardon ? Tout à fait, oui, tout à fait. Moi, je dirais, il y a quelqu'un qui a donné l'explication sur le digital, c'est quoi, ou la digitalisation. Moi, je dirais, c'est comment simplifier l'usage à l'usager. L'usager peut être le client, peut être le collaborateur, et l'usage, c'est les applications informatiques, c'est les applications mobiles qu'on peut mettre en place. Donc, pour pouvoir réussir cette transformation digitale, pour les 3 axes que je viens de citer de notre stratégie, donc il fallait s'appuyer sur 2 piliers importants. Un, c'est la gouvernance du SI et du digital. Il faut vraiment mettre une bonne stratégie pour pouvoir la réussir. Et 2, qui est un volet important, c'est la cybersécurité et la confiance numérique. Donc, et il était nécessaire qu'il y ait un vrai sponsor pour ce projet. Notre directeur général y croit, c'est une très bonne chose. Donc, le projet a été lancé avec sa stratégie. Je pourrais peut-être dire que ça, on l'a fait en 2017, notre projet #ONCF Digital. Mais on n'a pas commencé en 2017, on a commencé il y a très longtemps, parce qu'on a mis en place des services et des e-services. Nous avons lancé, par exemple, je prendrai quelques exemples, si vous permettez, l'exemple du site marchand de l'ONCF, donc elle a été lancée en 2015, qui a permis de mettre en place le billet complètement dématérialisé. Et nous avons doté aussi nos contrôleurs dans tous les trains par des PDA, ce qui a permis de mettre en place la vente en ligne, la vente mobile dans les trains et le contrôle des billets complètement dématérialisés. Nous avons offert des services, notamment le Wi-Fi dans les gares, le Wi-Fi au débit gratuit. Mais tout ça, c'est des services que nous avons mis en place. En 2017, nous avons changé la logique. C'est-à-dire qu'on veut une stratégie digitale bien industrialisée, bien structurée, parce qu'on ambitionne être le leader national de la mobilité durable. Et cette stratégie, nous l'avons mise en place et nous avons arrêté une feuille de route horizon 2021 avec une feuille de route. Ça allait être ma question. Est-ce qu'on a des jalons pour réaliser Voilà, donc nous avons arrêté une feuille de route pour les projets SI, parce qu'il y a des grands projets SI importants, et il y a les projets digitaux, donc une feuille de route digitale, et il y a une 3e feuille de route qui est la feuille technologique, parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va mettre en place, quels sont les outils qu'on va mettre en place. Je ne sais pas si je peux partager la feuille de route, parce que nous avons mis en place un plan d'action prioritaire, oui, parce que les projets se terminent, et 2018, les offres arrivent, de belles offres, et il faut bien sûr plusieurs trains, plusieurs fréquences, donc il y a des choses intéressantes qui arrivent. Donc il faut que les services soient là. Donc nous avons mis en place le plan d'action prioritaire, et je ne sais pas si je vous développe rapidement. On y reviendra. Qui a compris l'application mobile en Safe Traffic, qui a eu le prix MTS de 2017. Bien sûr. Donc je développerai dans une deuxième. On y reviendra sans problème. Je me tourne vers Monsieur Jalal Benhilioun, DG de Portnet.
Donc on a l'ONCF qui est un fleuron, on va dire, de l'économie marocaine, qui est en cours de digitalisation et qui a une feuille de route. Alors on a des promesses pour 2021, mais on voit que Portnet, avec presque 39 000 usagers, des délais de formalité qui ont été réduits de moitié, que ce soit pour l'inspection, la domiciliation des titres d'importation, la plateforme semble être un succès. Qui plus est, qui contribue à une bonne image du Maroc et à l'inscrire dans la dynamique de hub africain, qui est également une directive royale. Peut-on considérer dès lors que Portnet, c'est une affaire qui roule? Et est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un petit bilan et nous parler des perspectives de Portnet? Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation à ces assises. Je suis vraiment ravi de constater, de vivre avec vous la réussite de cette édition. Donc effectivement, Portnet est aujourd'hui le résultat et un bon exemple de partenariat ou je dirais d'alliance stratégique entre le secteur public et le secteur privé dans un monde qui est artificiellement composé de plusieurs silos où tout le monde parle de beaucoup de stratégies, mais auparavant les gens ne se mettaient pas d'accord. Donc c'est un projet qui a fait converger plusieurs stratégies départementales. Donc il y a la communauté logistique qui parle de la stratégie nationale de développement de la logistique ou de la compétitivité logistique. On a une autre stratégie qui parle de l'amélioration du climat des affaires. On a la stratégie Maroc Digital 2020. On a des stratégies pour la vision portuaire 2020. Donc là, il y a la facilitation du commerce au niveau du ministère du Commerce et d'Industrie. Donc tout le monde parle de cette stratégie. Et on a trouvé une convergence au sein de cette plateforme qui est un projet inclusif, qui n'est pas limité à l'administration, mais qui est un bon exemple de partenariat et d'alliance stratégique entre les différentes parties prenantes. Un monde composé d'énormément d'acteurs qui ont pour objectif seul d'améliorer la compétitivité des entreprises marocaines. Donc c'est sur cela qu'on a travaillé depuis le lancement de la plateforme Portnet et qui vise petit à petit et progressivement via une seule fenêtre fournir tous les services publics et non publics privés, et c'est ça un petit peu la nouveauté, aux entreprises marocaines et les assister dans les procédures du commerce international. Donc la plateforme qui a été lancée en 2011 et qui a pu généraliser l'automatisation proactive et anticipée de la gestion des escales des navires dans tous les ports marocains. Donc il n'y a aucun navire au Maroc qui rentre sans qu'il y a énormément de démarches qu'on ne voit pas directement au niveau des entreprises, soit accomplies auprès de plusieurs dizaines d'acteurs, publics et privés. Donc tout ça se fait par anticipation au niveau de cette plateforme qui connecte tout le monde. Et puis justement, après cela, il y a tout l'aspect gestion de risque, traçabilité des opérations quand une fois la marchandise arrive au Maroc entre les différents acteurs publics tels que la douane, le ministère du Commerce et d'Industrie, l'ONSA, l'autorité portuaire, la NRT. En tout cas, il y a plusieurs acteurs qui interviennent sur la chaîne. Et puis, du côté de l'importateur ou de l'exportateur, l'entreprise, donc on lui donne de la visibilité, de la traçabilité, on lui porte assistance pour accomplir ses démarches sans se déplacer de son bureau. Et aujourd'hui, ça devient réel. Et puis, juste après, on s'est lancé sur un élargissement des services de cette plateforme au service de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est l'un des rares systèmes au Maroc qui connecte toutes les entreprises marocaines qui opèrent dans le commerce international, qui connecte toutes les banques marocaines sans exception, qui connecte des dizaines d'administrations qui opèrent dans le commerce international, qui connecte beaucoup d'autres fournisseurs de services privés tels que les terminaux de manutention, les aéroports, les transporteurs, les gens qui font du commerce. Et tout ça, c'est pour le bien de l'opérateur économique. C'est des gens qui ont compris qu'on a l'obligation aujourd'hui de collaborer, de se faire confiance, de se partager la donnée justement en alignement parfait avec les orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui dit qu'un truc qu'on peut interpréter d'une façon très simple. Le citoyen ou l'entreprise doit fournir l'information au plus tôt, d'une façon unifiée, et qu'on ne lui demande pas la même information à plusieurs reprises, et que quand il donne cette information, c'est qu'on doit bien le prendre en charge, que cette information puisse servir à l'administration, mais pas uniquement à son écosystème pour mieux le servir,
pour lui donner un service de qualité. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau de Portnet et de lui retourner une valeur ajoutée. Et c'est là où on a un point d'inflexion, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus uniquement dans notre vision, on n'a plus comme vision juste d'avoir une plateforme centrale qui permet d'opérer d'une façon mécanique les procédures ou la logique de la supply chain à l'international pour le compte des entreprises et des administrations, mais surtout de devenir progressivement un centre d'intelligence communautaire. C'est ce que disait Stéphane un petit peu tout à l'heure, de ressources informationnelles, d'aide à la décision, c'est-à-dire très bientôt, et on commence à l'avoir à travers notre plateforme qui s'appelle TradeSense, c'est que l'opérateur économique, quand il est en train de faire une opération de commerce international, un Portnet va lui dire peut-être faites attention, cette opération sera peu rentable. Donc il vaut mieux penser à autre chose, essayez de revoir vos cartes, essayez de vous préparer cette opération selon les calculs, selon l'expérience consolidée et agrégée de l'ensemble des usagers de la plateforme qui fonctionnent au niveau de cette plateforme, selon l'historique de toutes les opérations qui ont été faites sur cette plateforme, vous risquez de perdre de l'argent là-dessus. Et ça, c'est possible parce qu'on a cette masse critique, cette massification de données et d'usage de la plateforme qui nous permet de prédire et d'assister l'utilisateur final dans ces opérations. On peut lui dire justement, et ça c'est un petit peu l'objectif aussi de l'État, d'aider les entreprises à ne pas fermer la boutique, de faire descendre les rideaux quand on voit qu'une entreprise, par exemple, quand on la compare avec son secteur d'activité, a des KPIs qui sont très très basses. Aujourd'hui, l'une des problématiques vers laquelle face à laquelle sont les entreprises aujourd'hui, c'est comment se comparer avec mon industrie. Comment je me porte. J'étais dans un autre temps, j'étais directeur logistique, et puis quand on avait nos KPIs, mais comment nous comparer avec les concurrents? Comment justifier à mon DG que je suis bon ou mauvais? Si j'ai une plateforme qui me dit, écoutez, les autres font ça en 4 jours, vous le faites en 7 jours, je vais me poser la question, je vais me retrousser les manches, comme a dit Monsieur le Ministre, pour travailler, pour rattraper un petit peu la logique de mon industrie, la logique de ma concurrence. Une plateforme qui peut, selon les données qu'on a, me dire qu'il y a une opportunité commerciale en Inde. Il y a l'Inde qui sont en train de lancer un contingent d'importation des tomates. Et j'ai la possibilité de cibler les opérateurs économiques qui exportent la tomate du Maroc et leur dire attention, l'échéance est dans 3 mois, il faut aller très vite pour avoir cette opportunité commerciale. Donc pour moi, c'est ça un petit peu le concept du service, le changement du paradigme du service public qui est donné aux opérateurs économiques mais aussi aux citoyens, de les aider à mieux servir, à mieux survivre, à mieux être compétitif, et c'est un petit peu le mandat sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui. Tout ça en capitalisant sur le fait que tout le monde travaille sur une seule plateforme, tout le monde, sans qu'on l'on soit intrusif par rapport à la réalité du business. Ce que je dis par là, c'est que sans qu'on force l'usager à donner des données et à passer des journées en ayant des opérateurs qui vont saisir l'information, c'est que quand l'usager est en train d'opérer son business normalement, il est en train de partager son expérience, et quand on consolide toutes ces expériences de l'ensemble des entreprises qui opèrent dans le secteur pour que chacun de ces entreprises-là soit plus puissant, soit plus performant par rapport aux autres. C'est un petit peu sur cela qu'on travaille aujourd'hui, et il y a des choses qui sortent, et c'est ça le point d'inflexion, on est en train d'avancer dans ce sens. Très bien, je vous remercie, c'est clair. Donc on comprend bien que Portnet veut se positionner aujourd'hui comme apportant une autre valeur ajoutée que la simple mise en relation et connexion entre les différents acteurs. Ce qui est effectivement, comme le disait tout à l'heure Stéphane Mallard, il faut chercher où est notre valeur et déplacer notre réflexion vers cette partie-là. Ma question suivante s'adresse à Samia Chakri. Samia, alors on a parlé tout à l'heure, Khouloud parlait de l'interopérabilité, la fameuse gateway gouvernementale. J'aimerais bien savoir un petit peu où est-ce qu'on en est de votre côté. D'accord. Merci Yasmine. Et j'invite l'OSIM, je remercie l'OSIM de m'avoir invité, et aussi je salue le splendide accueil d'hier et l'organisation qui a réussi. Moi, je commence, avant de parler de la gateway, je commence par la phrase que Sa Majesté le Roi a dit et
qui peut vraiment nous donner le chemin ou bien l'objectif ultime, là où on veut aller. Et je pense que les DSI présents vont comprendre, parce que pour qu'une administration échange avec une autre administration, au lieu de demander la pièce justificative aux citoyens, et que ces échanges soient sécurisés, réglementés, institutionnalisés, et que les citoyens n'ont pas à se déplacer d'une administration à une autre, et que l'administration concernée doit aller chercher l'information chez une autre administration, ça suppose qu'on soit vraiment à la pointe. Ça veut dire les administrations informatisées, les procédures dématérialisées, l'identifiant unique acté, la sécurité avec la réglementation et l'organe qui est responsable opérationnel, la protection de données est assurée. Donc tout ça, je peux dire qu'on peut le faire. On peut le faire, on n'est pas loin, c'est pas facile, mais c'est ça qui va nous aider à devenir une administration disruptive et 100% digitalisée et au service du citoyen. Et je mets le focus au service du citoyen. Ça veut dire si je rentre à une administration, je dois dire vous êtes à mon service. C'est la notion de citoyen-client dont parlait justement. C'est facile de le dire. Parce que vraiment, il y a une culture. Oui, c'est facile de le dire, et M. Moulahfid Al-Alami l'a bien signalé tout à l'heure. Il l'a dit l'autre fois à ITEX aussi. Parce que la mentalité et la culture au niveau des administrations publiques fait que quand on travaille sur notre système d'information, l'objectif, c'est de fournir les tableaux de bord, les outils qu'on utilise pour travailler. Et l'orientation vers un service citoyen, parfois, il ne fait pas partie de notre système d'information, sauf c'est le corps de notre métier. On a l'obligation à donner ce service. Et il y a des administrations qui ont très bien avancé parce que ça rentre dans le cœur de métier. Comme a dit M. Moulahfid Al-Alami tout à l'heure, il n'y a pas cette obligation de rendre le service. Il n'y a pas cette obligation que le citoyen impose pour que les SI ou bien les DSI soient compétitifs. Pourquoi on est là? Et pourquoi on est prêt? Parce qu'il y a déjà 2 stratégies avant et la 3e en cours. La première stratégie est Maroc, qui a travaillé sur l'infrastructure, la mise à niveau des administrations, la visibilité des administrations sur le net, une partie de la réglementation. Et même, il y a eu la gateway au niveau de la stratégie Maroc. Ça s'appelait dans le temps, je parle de l'histoire parce qu'on doit connaître notre histoire pour avancer. Jurassic Park, comme disait... Oui, et pourquoi on n'avance pas. C'est le One Stop Shop et l'identifiant unique social. Ces 2 projets ont figuré sur la stratégie Maroc. Mais on n'a pas pu les faire. Premièrement, il y a eu cette problématique de la réglementation. Et aussi le coût de la technologie. Parce que le progrès technologique dans le temps ne le permettait pas. Il le permet, mais il faut que l'administration soit riche pour pouvoir mettre à niveau son système d'information. Et ça a changé maintenant? Bien sûr. Je viens avec la stratégie Maroc Digital, Maroc Numérique 2013, et c'est focalisé sur le service orienté usager en partie, l'industrie IT et la productivité PME, PMI et la transformation sociale. Plusieurs services en ligne ont vu le jour parce qu'on est arrivé à adopter les lois qui ont commencé dans la première stratégie et à ajouter d'autres lois qui nous permettent d'utiliser ces services en ligne. En parallèle, on a vu la création des organes, la commission de la CNDP, de la protection de données. On a donné la sécurité à la Direction générale de sécurité des systèmes d'information qui relève de la défense. Il y a eu Massert. L'échange électronique est devenu possible d'après la loi pour les documents juridiques qu'il faut
étendre vers le citoyen, donc pour que l'administration avec les citoyens peuvent échanger des documents électroniques et qu'il doit être authentique. Vient maintenant la stratégie Maroc Digital 2020 qui travaille sur l'administration digitale, la société digitale, l'économie digitale et tout l'écosystème pour favoriser le digital. Et notre plan de Khouloud, on dit toujours Maroc Digital 2020 ou on s'arrête à Maroc Digital? Alors en fait, initialement, quand la stratégie a été annoncée en 2016, comme je l'ai dit, il y avait elle nécessitait la création de l'agence pour commencer à mettre en œuvre la stratégie. Donc, on peut dire qu'il y a eu un petit décalage dû au cadre réglementaire d'adoption de la loi et du décret d'application. Donc, c'est pour ça que 2020, on va dire, a été un peu décalé. C'est ça. Donc maintenant, je dis Maroc Digital. C'est juste, voilà, pour l'appellation, on s'arrête à Maroc Digital. Oui, très bien. Donc, pour accompagner tout ça, l'administration publique, elle doit être prête. Prête pour quoi? Pour donner le service aux citoyens. On est informatisé comme administration, oui. Maintenant, il y a le cloud, on est dedans, on a l'infrastructure nécessaire, on a le budget nécessaire. Mais je reviens à la culture. Cette administration, quand on a commencé le développement des sites web, est-ce qu'on a réorganisé cette administration? Non, on a des organigrammes. Il y a des administrations qui ont changé leurs organigrammes parce qu'il y avait des circulaires qui imposent que l'organigramme de l'administration publique doit être comme tel. Ça a été appliqué par des uns, pas par d'autres. Donc, quand on veut publier sur nos sites web, on a le choix. On peut publier une information sur les activités, on peut publier une information sur les événements. Donc, il n'y a pas vraiment un guideline pour nous donner cette thématique qu'on doit mettre dans nos sites web. Heureusement, maintenant, avec la loi de l'accès à l'information, il un peu, comment dire, oriente les administrations sur qu'est-ce qu'il faut publier, mettre à jour ces informations, la pérennité de collecte de ces informations, parce qu'il y a des administrations qui sont décentralisées. Oui. Et pour collecter l'information entre deux directions qui sont en centrale, c'est pas évident. Parce qu'une direction, elle a ses invents, et n'a pas à donner l'information à une autre direction, parce qu'il n'y a pas une cellule, ou bien une structure, ou bien un département de la donnée. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la stratégie du ministère de la réforme de l'administration et de la fonction publique, maintenant, on va travailler sur la politique de la donnée. On est obligé. En mars, le citoyen va commencer à demander cette information. On est obligé de lui donner cette information. D'accord. Donc là, on est en train de parler d'open data? Non, ça c'est l'information, c'est la data, tout court. Okay. Pour l'open data, j'en reviens, le Maroc a adhéré à l'Open Government Partnership en avril de cette année. Et l'open data, il va être un engagement qu'il faut satisfaire. On doit ouvrir nos données. Donc, on ouvre les données, on donne l'information aux citoyens, on donne l'information à l'entreprise, mais on n'a pas de structure organisationnelle derrière. Donc, on travaille sur ça. Il y aura une politique avec une politique de la donnée, avec une gouvernance, une organisation, parce qu'on doit catégoriser ces données, voir celle qui est sensible, qui n'est pas partageable, qui est partageable, qui est ouverte, qui n'est pas ouverte, qui est publique, qui n'est pas publique. Donc, toute cette science, il faut la préparer et préparer les profils adéquats qui vont travailler. Je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'on a des jalons? Est-ce qu'on sait à quel horizon ces structures seraient éventuellement prêtes pour justement activer cette partie d'open data, d'interopérabilité et tout ça? Le plan de transformation maintenant digital, c'est un plan d'accélération de la transformation digitale, exact. Parce qu'elle est là, la digitalisation. C'est un plan sur 2 ans. Donc on prépare. Qui a démarré quand et qui se termine quand? Je peux vous dire qu'on va démarrer vers mars, avril 2019. Donc, il va être prêt. Et le plan, oui, le plan de transformation digitale. Les actions qui sont dans le plan, on a déjà démarré quelques actions. D'accord. La réglementation, comme la loi de l'administration électronique, qui était un frein pour pas mal de services en ligne. Parce qu'on voit les services en ligne qui ont été développés et une nécessité
pas vraiment un amendement des lois. Ceux qui nécessitent l'amendement des lois, ils sont toujours en instance. On cherche comment les faire passer, mais c'est un peu parce qu'il y a plusieurs intervenants. Je salue le Portnet parce qu'ils ont permis l'échange facilement entre les administrations pour le Portnet. Mais comme on sait, il y a des administrations qui sont obligées par leur corps métier. Il y en a d'autres qui sont sociales ou bien d'autres qui ne peuvent pas le faire à cause de cette mais donc contrainte on serait quelque part. Et cette loi va leur permettre de le faire. D'accord. Très bien. Parce que donc là aussi, c'est encore une histoire de législation qui ralentit un petit peu. Oui, parce que moi, je demande aux citoyens d'amener cette pièce justificative parce que ma loi m'y oblige. Donc il faut transformer. Oui, mais on travaille en collaboration avec le ministère de l'Industrie, donc on le prépare ensemble. Comme on travaille ensemble sur la Gateway, eux, parce qu'ils ont développé la Gateway, ils assurent l'administration, la sécurité, l'hébergement et tout, le volet technique. Et nous, pour tout ce qui est les process qui vont utiliser la Gateway pour qu'ils soient vraiment intégrés à la Gateway, il faut recruter les administrations. Il faut travailler avec eux la réingénierie de la procédure, voir est-ce qu'on peut éliminer des pièces justificatives. Et une fois qu'ils sont prêts, ils peuvent intégrer la Gateway. Très bien. Donc c'est un grand projet qui attend aujourd'hui le gouvernement. Effectivement. Alors, last but not least, je me tourne vers Mehdi Tiani, président du directoire de DXC Technologies, mais qui va nous parler en tant que président de la commission digitale et technologie de la CGEM. Alors, j'ai presque envie de zapper la première question et de vous dire, voilà, vous avez avec vous, je dirais, votre reflet côté gouvernement. Vous êtes l'entreprise. Là, je vous parle aujourd'hui en tant que représentant de l'entrepreneuriat marocain dans le digital et la technologie. Déjà, sur votre feuille de route, vous, côté entreprise, comment vous voyez cette accélération pour les entreprises marocaines? Le digital peut-il être un levier pour les entreprises de développement et de quelle manière? Aujourd'hui, vous avez aussi le fleuron de l'IT face à vous. Y a-t-il des promesses que vous pouvez leur faire en leur disant que vous allez parler à vos petits copains du panel, par exemple? En fait, voilà, comment vous allez vous rejoindre et comment vous allez faire en sorte que les entreprises en bénéficient et inversement? Bien, merci beaucoup. Bonjour. J'espère que vous avez encore à 13h45 un peu d'appétit digital pour pouvoir parler un petit peu justement de la relation entre public et privé. Je pense qu'il y a deux questions. Soit on va être consommateur de digital, soit on va nous-mêmes produire du digital. Je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on en produit beaucoup de digital au Maroc. Et j'aimerais parler d'un des problèmes de cette production digitale sur lequel on a forcément un partenariat avec le secteur public. On ne peut pas être simplement que vis-à-vis ou face à face. On est forcément partenaire dans cette discussion qui a trait au digital. Si on veut ne pas être consommateur du digital, il faut qu'on innove. Et pour innover, on ne peut pas le faire. L'innovation, c'est toujours un risque, et un risque, on n'a pas toutes les chances de gagner. Et donc, il faut que ce soit accompagné, voire subventionné souvent. On a absolument ça commence, hein? Ça vient. On a absolument besoin, effectivement, de pouvoir avoir des partenaires du secteur public qui portent en particulier une des premières revendications de la CGEM, qui est de faciliter l'innovation. Pour faciliter l'innovation, il faut changer les lois. On parlait d'organisation qui reste la même, mais changer les lois qui vont nous permettre d'innover plus, de défiscaliser l'innovation. Et ça, c'est fondamental parce qu'on sait que 3/4 de l'innovation qui se fait aujourd'hui se fait via le digital. Donc on a absolument besoin, Grantin, je crois que Monsieur le ministre en parlait ce matin, faire en sorte que le gouvernement accompagne l'ensemble de l'économie marocaine dans sa capacité à innover. Deuxième sujet, je pense que si on veut devenir une vraie destination, et on l'est déjà, puisqu'il y a des dizaines de milliers d'emplois dans le digital au Maroc, beaucoup, et je le dis souvent, beaucoup sur l'offshore et un peu moins sur le marché marocain, tous ces emplois qu'on déploie, et ben aujourd'hui, on est en train d'arriver dans une vraie crise. J'étais assis à côté de mon camarade qui fait le même métier que moi tout à l'heure, et je crois que Souakar Kri nous disait qu'on aurait 8000 nouveaux ingénieurs l'année prochaine. C'est top. Ben déjà, nous deux, on va en prendre 1000, il n'en reste plus que 7000. Donc on a un vrai problème.
On a un vrai problème et il va falloir qu'on le travaille. Et ça se fait pas secteur privé face à secteur public. Ça se fait ensemble. Il faut absolument qu'on forme beaucoup plus de personnes pour pouvoir, pourquoi pas, en exporter à l'étranger, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'étranger pour travailler, mais aussi qu'on arrive à continuer à créer de l'emploi. C'est énormément d'emplois qui sont créés. Donc, premier axe, il faut qu'on innove. Deuxièmement, si on veut devenir, rester, pérenniser, se développer en tant que destination digitale, il faut absolument qu'on arrive à former les gens, à former plus de gens capables de faire du digital. Le besoin, il est mondial. La crise de ce type de ressources, elle est mondiale. Bah, profitons-en plutôt que d'avoir des chômages. Je pense que ça peut être bien. Troisièmement, il faut qu'on facilite l'accès. Roule de là, envie de répondre. Il faut absolument qu'on facilite l'accès au digital. Et on en parlait avec les services. Je pense qu'on a vu les services, que ce soit dans les bateaux ou dans les trains. Il faut que l'ensemble de l'administration, elle puisse être... On a beaucoup parlé de définition digitale. Moi, j'aime bien dire que c'est quand même assez différent de ce qu'on voit dans l'informatique d'habitude, en disant que c'est transverse. Il faut absolument qu'on se réorganise. Si le secteur public reste comme il est, si je dois aller à Moukata pour légaliser mon papier ensuite, je pense que le discours de Sa Majesté, qui Dieu l'assiste, a montré la voie. Et là maintenant, il faut faire. On a absolument besoin de faire, parce que si on ne fait pas, on ne sera pas efficace. Et si on n'est pas efficace, ben on va se faire juste doubler par les petits voisins. Et puis quatrièmement, encore une fois, si on veut innover, il faut absolument qu'on arrive à valoriser l'ensemble de la chaîne de création de l'innovation. Il y a plein de startups, il y a plein d'idées, il commence à y avoir beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs, de tout un tas de fonds aussi qui sont posés sur la table. Il faut faire en sorte que tout ça devienne des business. On ne fait pas de l'innovation pour le plaisir de faire Je pense qu'on est encore loin quand même. Pardon ? On est encore un peu loin en termes d'incubateurs. Peut-être, mais ce que je sais, c'est que ce qui est important pour l'économie marocaine, c'est les innovations qu'il y a dans les entreprises. Et les incubateurs, c'est comme le digital, c'est un levier pour faire de l'innovation. La fin des fins, c'est qu'on soit plus compétitif, qu'on soit plus performant. Et pour être plus performant, on sait qu'il faut innover. Et si on veut innover, on sait qu'il faut du digital. Tout ça marche ensemble, mais c'est pour faire du business. Tu disais une affaire qui roule. C'est quoi une affaire qui roule aujourd'hui? C'est une affaire. C'est quoi une affaire qui roule? C'est une affaire qui innove, et c'est donc une affaire dans laquelle il y a de plus en plus de digital. Point. Et pour faire ça, il faut absolument qu'on soit complètement synchrone, pour rester dans les vocabulaires, synchrone entre public, privé, économie, réglementaire, législative, pour faire plus d'innovation et d'innovation transverse. Si on reste verticaux comme on est aujourd'hui, on va avoir beaucoup de mal. C'est vrai, tout à fait. Prolo, d'une réaction? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une espèce de télépathie entre nous, parce que ce sont les sujets que je voulais aborder en complément par rapport à la stratégie Maroc Digital, parce que j'ai dit qu'il y avait 3 axes, mais il y a aussi des transversaux, des prérequis transversaux qui concernent les 3 axes et qui rejoignent ce que tu as dit. Donc le premier concerne la formation. Effectivement, le chantier de formation est un chantier clé au centre de tout le dispositif. Parce que si on n'a pas des ressources humaines, les forces vives qualifiées qui sont en mesure d'accompagner les nouvelles technologies, on ne pourra pas aller très loin. Alors, Monsieur le ministre, il a fait une annonce lors de l'ITEX. Pour la première fois, il a dit qu'il ambitionnait de former 500 000 personnes dans le domaine. C'est un chiffre énorme par rapport à ce qui est formé aujourd'hui et par rapport au recrutement dans le secteur. C'est très ambitieux. En tout cas, bien sûr, nous, on s'inscrit dans cette annonce. Donc, d'ailleurs, il a demandé au secteur privé de collaborer dans la préparation de ces programmes de formation. Donc on est en train d'y travailler, on sait que c'est très important. On veut bien évidemment prendre en compte les besoins du secteur privé actuel et les prévisions pour former les ressources qui sont adaptées à ces besoins. Ça, c'est la première partie sur la formation. La deuxième partie, c'était par rapport au fait que de l'innovation. L'innovation, de quoi on a besoin pour pouvoir innover? D'abord, d'un cadre réglementaire qui est sécurisant. Parce que quand on dit innovation, souvent ça implique des vides juridiques. Parce que c'est des domaines qui ne sont pas encore réglementés ou bien dans lesquels il faut une adaptation, une mise à jour. Il y a certains pays qui ont décidé de mettre en place des bacs à sable, ces sandbox, des bacs à sable réglementaires, c'est-à-dire ils ont décidé de faire comme une petite parenthèse pour tester une nouvelle technologie par exemple, ou un nouvel usage, en attendant de voir si cela marche pour pouvoir passer à une vraie réglementation. C'est un sujet sur lequel on est en train de réfléchir.
Quand je vous entends tous, j'ai un peu l'impression que ces lois, ces réglementations, cette législation, c'est un petit peu ce qui freine tout ceci. Est-ce qu'ils vont se disrupter aussi? Est-ce que c'est prévu de les transformer ou de transformer les... Alors en fait, justement, Samia, elle a parlé de la loi sur l'administration plus vite. électronique. Le ministère de l'Industrie aussi, il travaille depuis plusieurs mois sur ce projet de loi. Alors, ce projet de loi, justement, il vise à mettre à jour d'un seul coup les lois des différentes administrations pour leur permettre de travailler, d'avoir que la version électronique des procédures soit reconnue. Il y a déjà un premier cadre réglementaire, mais normalement, chaque ministère maintenant qui veut passer au digital, il est freiné parce qu'il dit « j'ai des lois que je dois mettre à jour ». D'accord. Parce qu'elle exige un papier pour pouvoir valider telle procédure. Donc nous, cette loi, par exemple, elle va permettre d'accélérer la digitalisation. Ça, c'est un exemple. Donc il y a la mise à jour des lois actuelles. Pour les nouvelles technologies, c'est des nouvelles lois à mettre en place. En tout cas, nous, agences, on est mobilisés pour défendre toute cette partie-là, bien sûr avec les ministères, parce que c'est eux qui portent la loi. Ça, c'est la partie réglementation. Je vais aller très vite pour laisser le temps à mes collègues aussi pour intervenir. Les autres parties, c'est sur les start-up. Donc, nous, agences du développement digital, on a mis en place un règlement de marché en faveur des startups pour commencer à travailler, faciliter l'open innovation pour l'administration. Donc, on est ouvert bien sûr à cela et on voudrait par la suite peut-être servir de modèle, si je peux me permettre, pour pouvoir dupliquer ce type de pratique de notre agence à d'autres établissements étatiques. Ouais. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire sur l'accompagnement des startups au-delà de la première phase, je dirais, d'amorçage. Oui. Alors, il y a un autre sujet aussi que Mehdi a mentionné, c'est celui de, on va dire, il a titillé un peu l'État. Nous, on veut bien prendre des risques, mais l'État, qu'est-ce qu'il veut faire est-ce qu'il est prêt à travailler avec nous? On est tout à fait prêt à travailler. On peut faire des partenariats publics-privés. Par exemple, on a un règlement de délégation du service public qu'on a adopté lors de notre premier conseil d'administration qui permet en fait de travailler, de faire des PPP pour gérer des services digitaux d'une administration donnée avec un partenaire privé. Donc ça, ce type d'initiative, il va dans ce sens-là. Et le dernier point, c'est sur la confiance. Parce qu'on veut pousser, aujourd'hui il y a plus de 70 services administratifs déjà en ligne, mais je suis sûre que si je demande à l'audience qui est dans le sujet, est-ce qu'ils sont au courant de ces services, peut-être qu'ils doivent en connaître 10, 20 maximum. Pourquoi? Il y a un déficit de communication. D'une part, et aussi de confiance dans l'usage. C'est-à-dire que même vis-à-vis du citoyen, de l'entreprise, par exemple, aujourd'hui on peut déposer ses marchés en ligne. Mais il y a beaucoup de prestataires, de grandes sociétés de conseil qui répondent à beaucoup d'appels d'offres qui n'utilisent pas ce service. Soit elles ne le connaissent pas, ou bien elles ont peur, elles pensent que ça ne va pas bien fonctionner. Ça veut dire qu'il y a de la communication et la sensibilisation dans la sécurité. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, bien sûr, il y a encore des choses à faire. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'améliorer la confiance dans l'usage du digital. Tout à fait. Absolument. Une réaction? Juste peut-être un petit mot sur public et privé. Enfin, j'ai la conviction que le bon moyen, c'est effectivement de faire fonctionner public et privé ensemble. Le public, c'est de l'argent public, c'est notre argent à tous, nos impôts à tous. Et donc, pour le dépenser, c'est toujours compliqué parce qu'il faut bien se justifier, il faut que ce soit fait de façon extrêmement peu risquée. Et donc, peu de risque égale juste pas innovation. Donc demander au secteur public ou même de faire, et c'est très bien et c'est très louable de dire on va faire des marchés publics qui vont permettre de travailler avec la très petite entreprise ou de la start-up, c'est super. Maintenant, ce que je pense qu'il faut qu'on aille vraiment dans cette capacité à aller faire de l'innovation le plus privé possible, pas parce que j'aime le privé, simplement parce que c'est un écosystème qui est bien plus adapté que le secteur public. Vouloir faire de l'innovation inside du secteur public, c'est très bien, il faut le faire. Je dis simplement, il faut aussi que si on veut que l'ensemble de l'économie marocaine innove, il faut faciliter l'innovation au secteur privé. Il faut qu'elle soit payée, enfin subventionnée, financée, pour qu'elle puisse se passer en secteur privé. Et je redis, le but de l'innovation, c'est de faire du business, c'est de faire du développement, de la création de valeur, et c'est pas juste se faire plaisir à dire j'ai inventé une nouvelle pochette pour mon téléphone. Exact. Vous voulez réagir, Khouloud? En fait, bien sûr, je m'inscris tout à fait dans ce que tu as dit. Donc on est en train de réfléchir à des mesures incitatives pour faciliter l'innovation. D'une part, une réaction de... Pardon. Et d'autre part, donc je reviens sur la question de la délégation de services publics. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est aussi ça facilite l'accès aux dernières technologies et la mise à jour continue
parce que c'est plus facile quand on a un partenariat public-privé sur le long terme avec un opérateur d'avoir accès aux meilleures compétences, aux dernières technologies, que de faire tout soi-même. Donc, Rapidement. Est-ce que combien vous pensez qu'on dépense d'argent dans de la R&D au Maroc tous les ans, dans les universités? C'est des milliards de dirhams qui sont dépensés tous les ans en R&D au Maroc. Il y en a combien qui terminent en dirhams de valeur ajoutée créée en plus? Je ne sais pas, posons-nous la question. Donc ces milliards, il faut absolument, on n'a pas beaucoup d'argent, le Maroc n'est pas un pays particulièrement riche, on a des talents par contre. Posons-nous la question de savoir comment on fait en sorte que ces universités, elles arrivent à développer de l'innovation qui fassent du business. Tout à fait. Une réaction de Jalal rapidement. Oui, merci. En fait, je suis d'accord avec Kholoud dans ce qu'il est en train de dire par rapport à avec Samia ou avec les autres par rapport aux contraintes réglementaires. Mais je voudrais partager un petit peu notre expérience là-dessus. Il n'y a aucune réglementation au Maroc, il n'y a aucune loi qui dit que les administrations doivent utiliser Portnet seul et d'une façon obligatoire comme guichet unique. Mais ce qu'on a vécu pendant une dizaine d'années, c'est que tout le monde s'est mis, et c'est pour ça que j'ai parlé au début de la confiance et du partenariat stratégique qui est entre le secteur public et le secteur privé, qui ont fait qu'aujourd'hui les gens se font confiance, partagent leurs données, utilisent les services de ce système-là comme service unique ou comme un canal avec d'autres canaux pour fournir le service à leur clientèle. Et je suis d'accord que peut-être, si j'ai évalué les contraintes réglementaires, on est face à 10% de contraintes réglementaires, mais on arrive souvent à les dépasser. Je pense sincèrement que souvent on utilise ça comme excuse, mais dès qu'on s'y met... Très beau message. Voilà, dès qu'on s'est mis, on trouve des solutions, on dépasse, on a vécu des situations où on s'est planté pendant 5 ans, et puis du jour au lendemain, avec un responsable, quand il est changé, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et dit, à partir de demain, on fait ça. Et toutes les contraintes réglementaires sautent. Le bon exemple, c'est les banques. Les banques font des transactions de paiement électronique, ça fait des dizaines d'années, même sans signature électronique, et ça fonctionne. On n'a jamais eu quelqu'un qui a attaqué une banque où il y a eu un problème parce qu'il n'y a pas la réglementation de la signature électronique. Si on voit les banques marocaines, il y a une seule ou deux qui utilisent la signature électronique de Balid Hissène, mais les transactions financières se passent d'une façon la plus sécurisée depuis longtemps. Et puis, j'insiste sur ce côté-là de confiance qui ne peut être généré que par la performance. Et ça a figuré dans un discours de Sa Majesté qu'il avait justement dit à Abidjan, je ne me souviens plus de l'année, et c'est de ça qu'a besoin la communauté, c'est qu'on génère la confiance à travers la performance, qu'on leur donne des quick wins, des choses qui répondent à leurs besoins au quotidien, et c'est comme ça qu'ils peuvent demander plus. C'est ce qu'on est en train de vivre avec Portnet. Aujourd'hui, ce n'est plus uniquement les procédures administratives, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a des établissements privés, des organisations financières qui acceptent de mettre Portnet en tant que front office en face à leurs clients. Et ça, c'est une confiance qui est générée par une performance par rapport à des choses qui sont réalisées. Quand on promet qu'on va faire un service d'ici quelques mois, et ben, il est fait et les utilisateurs sont contents. Et la deuxième composante, c'est ne pas être intrusif par rapport à la réalité du business. On peut demander à une entreprise de faire un process digital, mais il s'avère que si l'entreprise fait ce process digital, elle a besoin de recruter une dizaine de personnes qui vont continuer à saisir l'information pendant toute une journée pour passer ce process. Voilà, c'est tout. Très ce que bien. je dis. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Rapidement. Oui, rapidement. C'est qu'on se lance dans un projet de transformation digitale, une accélération de la transformation digitale d'une entreprise. Il y a beaucoup de contraintes. Et ils sont réglementaires, et il y a des contraintes techniques, des contraintes RH. Mais si la volonté est là et l'ambition est là, on peut y arriver. Nous, on a pu lancer le projet de transformation digitale, on a réalisé beaucoup de choses. On a touché notre appareil de production, qui est un appareil de production lourd. Quand je parle par exemple d'une banque, il y a le client, il y a l'agent de la banque, le collaborateur de la banque, et il y a le SI entre eux. Pour l'ONCF, entre les deux, il y a l'appareil de production, qui est un appareil de production très lourd. Et nous avons pu mettre en place des choses qui ont simplifié, notamment l'Internet des objets. Nous avons équipé les trains par des systèmes de GPS qui nous a permis d'avoir l'information en temps réel pour la circulation des trains. Quand il y a la volonté, on peut y arriver. Et il y a aussi la logique à ce que les collaborateurs soient mobiles. Pour le cas de l'ONCF, je partage un petit peu les difficultés que nous avons rencontrées.
Et les contraintes, pour le cas de l'ONCF, nous sommes une entreprise nationale. Les collaborateurs ne sont pas uniquement à Rabat, ils sont partout. Donc il faut les doter de moyens. Donc il fallait qu'ils soient mobiles, il fallait qu'ils aient les PC portables, il fallait qu'ils soient connectés. Nous avons de la fibre optique partout. Tout ça a accéléré le process. Donc la volonté est là, les moyens, il faut les mettre en place. Pour la partie sécurité, donc ce que nous avons fait, donc notre expérience, c'est qu'on vient d'être certifié ISO 27001. Nous sommes un établissement, nous sommes OIV, donc nous l'avons fait. C'était pas évident. Et là, je dirais le volet, là où on a vraiment eu la contrainte, c'est quand on voulait se lancer dans l'open innovation. L'open innovation, c'est le moyen le plus sûr de l'accélération de l'innovation. Tout à fait. Donc nous avons mis en place un écosystème. Et là, c'est un écosystème, je dirais, de l'ONCF qui combine aussi bien l'expertise et l'expérience des collaborateurs de tous les cheminots, d'une part, et il y a aussi la réactivité et l'agilité des startups, des étudiants, des indépendants. Tout ça a créé une belle opportunité pour accélérer le processus d'innovation. Nous avons organisé un hackathon qui a très bien réussi, c'était une excellente chose. Mais on voulait, et nous avons eu 6 solutions qui étaient très intéressantes, on voulait les réaliser. Comment contracter avec ces gens-là? On a eu la contrainte parce qu'il faut passer des commandes, c'est pas facile. Mais on y arrive avec la volonté. Il faut trouver des solutions. On est en train de réaliser avec ces gens-là. Les choses avancent parce qu'il y a le sponsoring de la direction générale. Le DG, il est impliqué à fond. C'est une très belle chose. Dieu merci. Deuxième point, c'est qu'il y a la volonté, il y a l'ambition. Et je pense qu'aussi, il y a une composante intéressante qui a fait réussir le process, c'est que la fonction digitale, elle est logée à la DSI. Parce que nous avons fait un benchmark, nous avons vu les différents modèles. Soit la fonction digitale, elle est chez les métiers, soit nous avons vu un petit peu ce qui se passe à travers le monde, soit dans les métiers, soit elle est à la DSI, soit elle est à part. Alors excusez-moi Rokhia, donc nous l'avons logé à la DSI et les choses avancent plutôt bien. Merci. Tout à fait, je pense qu'on va... Un petit mot de la fin, sur une note optimiste comme celle sur laquelle nous sommes en train de parce que je vais finir. Parler Rapidement, s'il vous du plaît. partenariat public et public-privé, parce que l'on sait que les marchés publics, le code du marché public, il est un peu contraignant pour les projets du digital. Et l'ADD, l'Agence de développement digital, Khouloud est avec nous, il a parlé tout à l'heure de la flexibilité du règlement des marchés au niveau de l'ADD, donc à travers des partenariats avec les administrations qui ne peuvent pas avancer vite, ou bien des solutions innovantes qui est un peu difficile d'octroyer. Je pense qu'ils peuvent faire un partenariat avec l'ADD qui elle-même peut le faire avec le privé. Aussi, je veux parler de l'usage. Donc, il faut généraliser l'usage des technologies de l'information au niveau national. Et on sait que la plupart on a un taux de l'analphabétique numérique qui est très grand. Au ministère de la Réforme de l'Administration, on est en train de chercher ce partenariat public-privé pour un peu aller jusqu'aux citoyens qui habitent dans une zone enclavée et lui offrir ce service et l'accompagner et l'assister pour déjà qu'ils soient informés et l'orienter via des canaux digitaux et via des centres d'appel. Il faut communiquer là-dessus aussi, parce que sur toutes ces belles initiatives. Donc, on termine ce débat qui a été riche et passionnant sur une belle note optimiste. On a parlé de confiance, on a parlé de volonté, ainsi soit-il. Maintenant, je vais demander à Zach de nous envoyer son petit dessin. Et vous allez me dire chacun en 2 mots, c'est un exercice. Donc c'est vraiment 2 mots-clés, ce que vous inspire le dessin de Zakaria, ce qui vous inspire ou ce que vous avez envie de dire à ce sujet. Ah tiens, il a changé, c'était accéléré, c'est devenu innové, d'accord. Alors, Jalel, 2 mots qui vous viennent à l'esprit. Moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. L'innovation ne peut être générée que par la confiance et la confiance par la performance. Donc 2 mots pour vous, confiance, performance. Oui. Très bien. Performance donne confiance. Et après, on peut avoir de l'innovation. Performance, confiance. Ouais. Je vous rajoute un mot bonus, innovation. Ouais. Allez. C'est bien. 2 mots.
Je trouve que le dessin traduit très bien ce qu'on a dit. Effectivement, ce n'est pas facile. Et pour l'innovation, on a pensé à ce laboratoire d'innovation pour l'administration publique parce que ce qu'on veut faire, c'est disruptif, comme on dit, et c'est nouveau, c'est une transformation vraiment radicale. Donc, il nous faut de l'innovation pour pouvoir la réussite. Donc, innovation. Essayons d'innover au niveau des administrations publiques, parce que innovation et administration publique, il y a longtemps ça. Innovation, administration. Maintenant, c'est innovation avec administration publique. Il doit faire un, pas deux. Très bien. Rokhia? Moi, je vois ici un stop, je ne suis pas d'accord. Donc, il faut qu'on y va. C'est pas, donc, mission gouvernementale, d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que l'innovation, c'est apporter de la valeur ajoutée. Il doit y avoir de la valeur ajoutée. Pour les citoyens, pour les collaborateurs, pour le pays. Donc, pour innovation, valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Il faut foncer dans l'innovation. Khouloud? Oui, alors moi, ce que ça m'inspire, deux choses. D'abord, le fait de voir une personne comme dans un chantier, en train de travailler. Donc, ça veut dire c'est le mouvement. Et c'est tous ensemble. Donc, c'est comme si on était tous dans un chantier et qu'il fallait qu'on avance. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, le panneau qu'il a à la main, pour moi, je le vois comme un signal de code de la route. Exactement, c'est un Donc, panneau en de quelque sorte, c'est signalisation. comme si on doit avoir notre code de digitalisation. Et ce Pas mal. code, il peut être comme un indicateur. Il peut nous montrer le chemin et faire en sorte qu'on soit un peu aligné. Très bien. Alors, 2 mots. Donc, chantier et... Alignement? Oui. Parfait. Mehdi? J'aime beaucoup le dessin au sens casque. Effectivement, je ne voyais pas le chantier, je voyais le gars qui gère l'avion. Oui, c'est ça. Je le voyais plutôt comme ça, mais effectivement, le mot chantier est bien, parce que quand on est sur un chantier, on met un casque pour pas trop entendre de bruit. Et je pense qu'effectivement, si on veut faire plus de digital, il faut qu'on se mette le casque. On entend beaucoup de mots très importants, intelligent, intelligence artificielle, tout ça, c'est super, disruption, c'est top. Maintenant, technologie de l'information, c'est juste une révolution qu'on est en train de vivre. Il faut mettre le casque pour oublier un peu les mots compliqués et offrir, Rokhia, elle offre des nouveaux services, offrir des nouveaux services, c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça qui fera du digital plutôt que des choses bien compliquées, en tout cas de mon point de vue. En tout cas, c'est ce que je vois là-dessus. Donc les 2 mots, moi, qui m'intéressent, certes, innover, et comme il y en a un qu'on n'a pas beaucoup cité, c'est formation et donc éducation. Donc, je vais peut-être dire innover, éduquer. Zach, tu lui feras un dessin pour ça. Hein. Mais écoutez, merci beaucoup. C'était un panel très intéressant, riche. Merci beaucoup. J'appelle alors une photo avec le panel.